Alors, est-ce que j'ai bien... Putain, je me rappelle même plus comment ça marche. Ah oui, il faut que je fasse le clap là pour le son ou ça sert à rien? Je sais pas. Bah alors, t'étais où? Non, toi d'abord. Toi, non, toi. Bah t'étais où tous les dimanches à 10h? Hello, darkness, my old friend. Bon, je suis très content de vous retrouver et j'espère que vous avez bien profité de votre dimanche parce que maintenant, bah, c'est plié, hein. Ah bah, tous les dimanches à 10h, maintenant, ça y est, c'est terminé. Ah, fini la liberté. Parce qu'à partir de dorénavant, il y a débrief hebdo et ce, à durée indéterminée. Bon, et ben maintenant que les retrouvailles sont faites, je crois qu'on a un petit peu de boulot. On n'oublie pas bien évidemment les réflexes, c'est-à-dire le pouce vers le haut. Avant de commencer, j'ai des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Allez, c'est parti, FT, vas-y, lance-moi un méga jingle de ouf de... Commençons par une première bonne nouvelle en France, 3000 milliards d'euros. C'est notre dette. Ça a été publié cette semaine par l'INSEE, c'est 110%, je dirais même 110,6% très exactement du PIB. Déficit public d'un peu plus de 15 milliards d'euros, qui correspond à 5,5% du PIB. On est, ni plus ni moins, sur le podium des pire performance en termes de déficit public de la zone euro. Et nous sommes le number one des grands pays, hein, ce qu'on appelle les grands pays de la zone euro. Ça, pour lâcher de la thune, ça en est bon. Hein. Par contre, pour faire des recettes, si tu as des enfants, eh bien, il faut commencer à les préparer pour leur dire que les enfants de leurs enfants, à un moment donné, ils devront se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de toute cette dette qui a accumulé depuis. Le problème de ça, c'est que s'il y a plus de déficit, la note de la France risque d'être abaissée par les agences de notation qui, pour le moment, visiblement, s'inquiètent pas de ouf. Et donc, si la note est abaissée, le risque augmente, donc les taux augmentent, et donc la dette coûte plus cher, et c'est un espèce de cercle vicieux dont on ne sort jamais. Bref, vu que limiter les dépenses, c'est compliqué, autant augmenter les rentrées, et pour augmenter les entrées, on augmente tout simplement les impôts à 100%. Voilà, hein, comme ça au moins... Hein. Alors, je déconne, hein, c'était une blague. Allez, direction l'Allemagne. Finalement, c'est pas très loin que chez nous. Hein, la locomotive de la zone euro. Alors, la locomotive, disons que elle fera plus 1,3% de croissance qui était anticipée à l'automne pour 2024. 1%? Non. 0,5%? Non plus 0,1%. D'accord, c'est juste histoire de dire qu'on n'est pas à zéro, qu'on n'est pas en récession, c'est ça? Ouais, ok. 0,1% de croissance anticipée du coup finalement pour 2024. Et ça, le marché, pour simplifier, il en a rien à taper. Et pourquoi ça baisse autant? Parce que ça consomme moins. Donc, consomme, enfin pour les Allemands quoi, qui nous écoutent. Du coup, ça serait pas mal de faire une petite traduction en allemand pour leur dire consomme, parce que comme ça au moins ça relance tout. Du hast mich. Direction les États-Unis, où là, ça se passe quand même un peu mieux. On a eu la troisième et dernière estimation du PIB aux États-Unis pour le quatrième trimestre 2023. On attendait 3,2% de croissance, c'est 3,4% finalement. Putain, mais là-bas, c'est la folie. La demande des ménages qui augmente, les investissements des entreprises qui augmentent, bref, tout augmente, c'est génial. Et dans le même temps, on a eu l'indice des prix à la consommation personnelle que la Fed regarde aussi un peu pour mesurer un petit peu l'inflation. Là, on était à 1,6% comme attendu. Alors tiens, en parlant justement de croissance, et dans le même temps, on a l'inflation aussi. Alors ça, c'était il y a 15 jours, hein, vu que voilà, j'avais aquaponé il y a 15 jours, du coup, je reviens sur les chiffres qu'il y a 15 jours. En tout cas, c'est les derniers chiffres d'inflation du CPI qu'on avait eu. Et là, c'est ressorti supérieur à ce qu'on attendait. On attendait 3,1% d'inflation sur 12 mois glissants, finalement 3,2% d'inflation. C'est donc plus fort et pire donc qu'attendu, et c'est bien au-delà des 2,9% qui avaient été publiés au mois de février. Donc aux États-Unis, l'inflation augmente. Et du coup, ce que je vous avais dit déjà il y a plusieurs semaines, et je dirais même plusieurs mois maintenant, le marché anticipait entre 6 et 7 baisses des taux, et je vous avais dit que j'étais persuadé que le marché était complètement à côté de la plaque. Et c'est plus 6 ou 7 baisses des taux qui est anticipé par le marché de la part de la Fed en cette année 2024. Non, ce ne sera pas 5, non, ce ne sera pas 4, et ce sera 3 baisses des taux seulement anticipées pour cette année 2024. Et donc, on rejoint justement cet écart qu'il y avait entre les dot plots, les membres du FOMC qui
estiment à quel niveau est-ce que seront les taux de la Fed pour l'année 2024, 2025, 2026 et les taux à long terme. Eux avaient toujours dit il y aura 3 baisses des taux. Le marché s'est dit non, il y en aura 7, t'inquiète. Et bah finalement, il y en aura 3 aussi. Donc du coup, l'écart entre les dot plots et les marchés, maintenant, ça y est, ils sont d'accord. Et pour autant, le marché s'en tape. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Alors l'inflation, il n'y en a pas qu'aux États-Unis. Il y en a aussi au Japon. Enfin, et oui, ça y est, c'est la première fois depuis 2007 que la Banque centrale du Japon augmente ses taux directeurs. Le yen, lui, n'a absolument pas bougé suite à cette annonce parce que ça fait des mois justement que le marché est préparé. Et il a même baissé, il a accentué sa baisse. Alors que oui, il aurait pu monter, puisqu'on dit on monte les taux, donc forcément le yen monte. Ça n'a pas forcément été le cas. Sachant qu'en plus, la Banque centrale du Japon, c'est pas qu'elle s'est même pas mouillée, c'est qu'en fait elle a dit pour la suite on verra. Voilà, aucune feuille de route n'a été proposée. Pour autant, le yen pourrait continuer à résister parce que sa chute pose problème pour le yuan, mais aussi pour le Japon. Alors pour rester du côté aussi de l'inflation, les prix de l'énergie, ça continue à abourrer, notamment le pétrole qui a pris quasiment 20% depuis le début de l'année. Et visiblement, il n'est pas prêt de baisser puisque l'OPEP a annoncé prolonger sa réduction de l'offre de 2 millions de barils et ce jusqu'à fin juin. Alors les prix sont aussi soutenus par des frappes de drones ukrainiens sur des infrastructures énergétiques russes. De leur côté, les États-Unis, eux, continuent à racheter des barils de pétrole à bloc pour reconstituer les réserves qu'ils ont, alors pas totalement épuisées, mais quand même ils ont bien pioché dedans l'année dernière, enfin l'année d'avant aussi, puisque en 2022, Joe Biden a débloqué 180 millions de barils de ses réserves, ce qu'on appelle les approvisionnements d'urgence, pour faire face à la flambée des prix de l'essence. Donc en 2022, il y avait 600 millions de barils en réserve. Maintenant, il y en a tout juste un peu plus de 300 millions de barils. Et malgré donc toutes ces mauvaises nouvelles qu'on a eues, donc l'inflation qui remonte, les dettes qui sont inquiétantes, les anticipations de croissance, notamment en Allemagne qui baissent. Et c'est justement bien ça le problème, c'est que tout monte d'un coup. Donc l'inflation, les taux, si on regarde aux États-Unis, le dollar américain, avec la baisse des anticipations de baisse des taux pour cette année 2024. On a également la hausse des marchés actions, tirée donc par la thématique, comme vous savez, autour de l'intelligence artificielle. Tout le monde parle que de ça en ce moment. Il y a l'or aussi, qui a fait des nouveaux records historiques, alors que le dollar américain monte et alors que l'inflation remonte. Certains diront que c'est peut-être par anticipation qu'il y a un truc qui est en train de se tramer, donc autant accumuler de l'or. Et le marché crypto qui monte aussi. Bref, tout monte. Donc moi je pense que il y a quand même une anomalie quelque part. Alors ça dure depuis des semaines maintenant, mais ça n'a pas duré éternellement. Et j'ai rarement vu aussi peu de volatilité alors que les marchés sont comme ça sur des records historiques. Là, on est vraiment en train de traverser une période historique. En fait, on a l'impression finalement que les acteurs, les investisseurs sont bloqués de part et d'autre. Et voilà, tout le monde n'arrive pas finalement à switcher vers de nouvelles décisions assez fortes, en tout cas dans leur stratégie. Donc tout le monde finalement garde sa ligne directrice, qu'elle soit d'ailleurs haussière ou baissière. Et on verra tout ça plus précisément dans les graphiques juste après, parce que là, c'est l'heure du point. Et cette semaine, le point. Parce que oui, maintenant, le cacao, c'est plus cher que le cuivre. C'est la 3e année de pénurie. Voilà, ça y est, il commence à bafouiller. Ça y est, ça fait même pas 5 minutes qu'il est en train de parler, il bafouille l'autre. C'est la 3e année consécutive de pénurie en Afrique de l'Ouest. Alors c'est là où la plupart des fèves sont cultivées dans le monde. Les prix ont doublé en un an. Voilà, donc on a même le cacao d'ailleurs qui bourre, avec tout ce qu'on a vu précédemment. Il y a même d'ailleurs beaucoup de commerçants et de transformateurs qui se sont approvisionnés en payant les agriculteurs plus cher que les prix fixés par le gouvernement. Et il y en a d'autres qui ont commencé à se tourner finalement vers d'autres pays comme l'Équateur ou en Indonésie, mais ça suffira pas. Donc cette saison, il devrait y avoir un déficit de 500 000 tonnes de cacao, 500 000 tonnes, ce qui représente 1/10 du marché mondial. Et cette semaine, on va parler de IPO, qui veut dire introduction en bourse. Alors on a eu l'introduction en bourse tant attendue de Reddit, 48% de hausse le jour de l'IPO. Ils ont levé 750 millions de dollars. Et en plus de ça, Reddit a annoncé un accord avec Alphabet permettant aux produits
d'intelligence artificielle de Google d'utiliser les données Reddit pour améliorer leur technologie. Et donc, la thématique intelligence artificielle, tu mets ça dedans, c'est bon. Allez hop, 50% dans la journée, c'est bon, easy. La boîte est valorisée entre 8 et 10 milliards de dollars. Il y a même d'ailleurs Cathy Wood qui a pris une exposition sur Reddit. Et en même temps, tout ça c'est normal. Mais oui, c'est tout à fait normal. Alors je rappelle que Reddit a été fondé en 2005. Ça fait à peu près 73 millions d'utilisateurs actifs pour un chiffre d'affaires de 800 millions de dollars. Donc ça c'est en 2023. Et pour 800 millions de dollars, combien ils ont fait de bénéfices nets? Eh ben ils ont fait une perte d'un peu plus de 90 millions de dollars. Mais c'est une bonne nouvelle. Mais oui, parce qu'en 2022, ils ont perdu... Attends. Faudrait que je mette des lunettes. Ah ouais, ils ont perdu quand même 160 millions de dollars. 50% dans le jour de l'introduction en bourse, tout va bien. Et nous avons également Trump Media. Parlons de Trump, accusé de fraude, tout ça. Il devait lâcher 500 bars. Alors 500 bars, c'est pas 500 000, c'est 500 millions de dollars. Et puis finalement, la cour a dit non, mais 500 millions, effectivement. Non, mais 175, c'est bon. 175 millions, c'est bon, adjugé. Ok, 175 millions. Allez hop. Donc, Trump Media and Technology a pris aussi à peu près 60% le jour de l'IPO, l'introduction en bourse. Et donc du coup, Trump, ça y est, rejoint les 500 personnes les plus riches du monde avec pas moins de 6 milliards et demi de dollars. Même si ces actions, il peut pas les vendre au cours des 6 prochains mois parce qu'il y a des accords et tout. Voilà. Et avant de nous tourner plus précisément sur les différents défis réussites et ce qu'on est en train de travailler sur le marché, eh bien on a vu qu'il y a quand même un ralentissement des flux entrants sur l'ETF, j'allais dire ETF, ETH, l'ETF Bitcoin. Il y a une petite baisse de flux entrants, mais vous allez voir que ça ne nous empêche pas de rester optimistes et nous restons enthousiastes sur le marché des crypto-monnaies dans son ensemble. Quand bien même, oui, la hausse ralentit, mais c'est vrai que quand on connaît comme ça des mois de hausse absolument exponentiels, même sur les altcoins, on se dit si ça consolide latéralement, c'est que ça baisse. Non, c'est juste que ça consolide pour le moment latéralement. C'est juste une pause dans une tendance de fond qui reste haussière. Bref, nous allons voir tout ça en détail. C'est parti. Et je suis pas tout seul. J'ai failli me casser la gueule. Salut Rod. Salut Xav. Allez, salut tout le monde. salut tout le monde. On se retrouve avec Rod pour faire le point concernant les marchés traditionnels et les marchés crypto où il y a quand même pas mal d'activités. Alors, c'est vrai qu'on l'a vu juste avant, que c'est vrai, il y a quand même beaucoup de mauvaises nouvelles. Tout monte en même temps et c'est plutôt ça en fait la problématique du moment et ça va pas durer éternellement, hein, c'est une sorte d'anomalie de marché et surtout en fait le deuxième point qu'on retient aussi cette semaine encore, c'est qu'il y a quand même très peu de volatilité, notamment sur les marchés traditionnels. Ouais, alors à mon avis, c'est pas mal pour une fois de commencer plutôt par les cryptos qu'on termine toujours. En ce moment, l'action, la volate, ça se passe essentiellement là-bas. Sur les indices, notamment les marchés traditionnels ou les actions, même si ça monte, et on peut indéniablement, ça reste haussier et les mouvements lancés sont haussiers, la volate est très faible, elle se fait souvent la nuit ou souvent par les petits gaps. Après, en intra, il ne se passe pas grand-chose. Donc, marché traditionnel, pas vraiment facile à travailler ni en intraday, en swing. Moi, personnellement, je me suis planté, donc je l'assume et je l'accepte. Voilà, actuellement, c'est surtout les cryptos où il se passe vraiment de belles choses, il y a de belles choses à faire. Et je pense, en préparant bien, il faut vraiment bien préparer sa matrice future, il y a encore moyen de faire de belles choses. Alors en ce moment, justement, dans ce type de marché, quels sont un peu les pièges, on pourrait évoquer ensemble, les pièges à éviter et finalement les astuces, qu'est-ce qu'on fait pas? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, il n'y a pas de volatilité, donc on cogite, on essaye de tirer des scénarios en disant oui, mais il y a ci, il y a ça, de se retourner le cerveau et tout. On peut faire aussi ce qu'on appelle un peu de l'overtrading, c'est-à-dire se forcer à trader, aller dans un sens, dans l'autre, puis finalement, en fait, ça fonctionne pas forcément, ça part dans un sens, ça part dans l'autre. On le verra dans un second temps, justement d'un point de vue technique, qu'est-ce qui se passe et là où il y a plus d'activité. Quels sont en fait les différents pièges? Si tu avais un truc à partager, ce serait quoi? Clairement, je pense que la clé du moment, c'est d'accepter que le marché a toujours raison. Moi, personnellement, sur les indices, j'ai pas profité, j'ai pas exploité la dernière jambe haussière. Au contraire, bien au contraire, j'étais même à l'envers, donc je ne l'ai pas exploité. Et au-delà de ça, même si je l'avais exploité, payer ces niveaux sans forcément aucune volatilité derrière, c'est pas forcément simple. Donc, je pense que la clé, c'est savoir se mettre un peu en retrait, patienter,
comme sur les actions, je ne sais pas si on reviendra un peu sur les actions, il y a de très très belles valeurs, mais qui pour l'instant ne sont pas sur des niveaux de prix qui m'intéressent. Elles y étaient il y a quelques mois, voire un an ou deux. Là, désormais, je vois clairement que ça peut aller encore un peu plus haut, comme Nvidia par exemple, qui peut aller à 1000, 1200, 1500, j'en sais rien. Mais clairement, je vois aussi des niveaux de prix par rapport à des moyennes mobiles, des grosses, même 20 hebdo, même 50 hebdo, où je pourrais revenir à l'achat sur ces belles valeurs, que ce soit Nvidia, Ferrari, ASML, j'en ai parlé un peu sur mon Telegram également, mais surtout, actuellement, je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'overtrading, mais on peut quand même trader, mais en allant là où il se passe l'action. Et c'est pour ça qu'actuellement, clairement, on a fait des choses magnifiques sur les cryptos. Il va y encore avoir des choses magnifiques à faire sur les cryptos. Là, le Bitcoin, il fait légitimement et nécessairement une pause dans un range entre 60 et 85 pour être large, soit 55, 60 en bas, 75, 80 en haut. Il fait une pause et les cryptos, elles font une sorte de roulement, mais peu importe. D'une part, vous avez, je pense, dû profiter de pas mal de hausses de ces crypto-monnaies. Notamment, il y a eu des entrées sur certaines cryptos déjà sur la MM20 hebdo, mais désormais, il y aura encore des choses à faire en ayant de la patience, mais surtout actuellement, ce qui est important, c'est de bien préparer à l'avance ces zones pour pas être pris au moment où ça arrive par ses émotions et par sa psycho, mais bien au contraire, se dire que pour l'instant sur la classe d'actifs crypto, l'action se passe. On a eu des baleines moyennes mobiles hebdo ou mensuelles qui nous ont confirmé le changement de psycho et le retournement de tendance. Et bien désormais, il faut simplement bien préparer ces zones pour pas louper quand certaines cryptos vont revenir sur leur zone d'intervention. En fait, là, effectivement, la priorité, c'est de se placer, donc en fait, ce qu'on appelle aussi des alertes dans un premier temps, de se dire, bah finalement, là où il n'y a pas de volatilité, ça sert à rien de rester devant les écrans toute la journée. En fait, c'est se placer des alertes. On peut utiliser, par exemple, comme on le fait sur IVT, ce qu'on appelle des zones de polarité. En fait, c'est des points de repère au-dessus ou au-dessus desquels, ben, il se passe quelque chose. Ou à ce moment-là, lorsqu'on les franchit, le marché commence à nous donner raison dans un scénario qu'on a préparé. Donc le travail des préparations est très important et on l'a vu en fait ces dernières semaines, notamment sur le marché crypto. On a pu en fait attraper, et Rodolphe vient de vous le dire justement sur on nous en a partagé quand même pas mal, des épuisettes en dessous. Et si on ne fait pas ce travail de préparation en amont, bah, au moment où ça arrive, on est plus dans l'émotivité, donc on trace à nouveau ces zones d'intervention sur des unités de temps longues, sur du mensuel, ensuite on les réduit sur de l'hebdomadaire, voire sur du daily, et surtout donc travailler, encore une fois, là, comme tu dis Rod, là où se passe l'action, et là où le marché nous donne raison, entre guillemets, hein, le but c'est pas d'avoir raison, mais c'est aussi d'accepter les erreurs, comme on l'a déjà dit, et justement, alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail, sur l'aspect notamment technique. Donc sur la partie crypto, on voit effectivement qu'il y a quand même une résilience sur le marché crypto. C'est même pas une résilience, c'est qu'en fait les replis sont vraiment relativement faibles par rapport à la volatilité qu'on a connue ces dernières années, hein, que ça soit en 2022 où on était en bear market entre guillemets, enfin oui, en 2021 où ça a explosé, et là en fait on est dans un marché quand même beaucoup plus tenu, beaucoup plus maintenu, beaucoup plus soutenu, probablement lié aussi à ces ouvertures de vannes de liquidité qu'on a sous des ETF Bitcoin Spot, etc. Donc on a quand même un gros intérêt finalement des investisseurs et de plus en plus. Donc sur la partie crypto, aujourd'hui finalement on a toujours une lame de fond qui est positive, une tendance primaire là comme vous voyez par exemple sur Bitcoin. Tant qu'on est au-dessus de la MM50 daily, pour le moment tout va bien. Mais c'est vrai qu'après, en termes de sur du long terme, comme tu l'as dit, il faut laisser courir. Faut préparer aussi des épuisettes un petit peu en dessous. Et en gestion active, c'est vrai que par exemple, si on regarde les terres sur les 3006, bon, bah, on n'est pas dans une zone vraiment d'intervention exceptionnelle sur de la gestion active, encore une fois, même si la lame de fond, elle reste positive, quoi. Exactement. Alors après, que ce soit sur les cryptos ou les actions actuellement, je pense qu'il faut que vous appreniez, moi le premier, on peut diviser en 3 grandes catégories. Vous avez la catégorie de la thématique du moment ou de la hype du moment. Actuellement, la semaine dernière, c'était plutôt les FET, les océans. Bon, ça, c'est par rapport au regroupement, au rapprochement qu'elles veulent faire, ou les RNDR, enfin tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Vous avez également la thématique RWA par rapport à BlackRock, qui va permettre de tokeniser un peu toutes les choses réelles et tout. Donc, vous avez eu des Rio, des trades, des Hondo. Voilà, donc vous avez la thématique du moment où là, pour la travailler, il faut la travailler de manière très active sur des unités de temps un peu plus courtes, d'accord ? Dans un deuxième rayon, vous avez la thématique
des fortes, celles qui ont montré depuis 6 mois leur force. Là, je parle et je pense plutôt au Bitcoin, je pense à ING, je pense à Rune, je pense à SNX, enfin voilà, je pense à Link, où là, le gros mouvement, par exemple, sur ING, rien que pour prendre ING, a déjà été à court terme réalisé. En revanche, on sait que c'est un compartiment de crypto forte et donc du coup, il faut être prêt à l'affût. Si ING redescend, vous pouvez par exemple échelonner vos épuisettes. Vous voyez que la BB haute en hebdo, on pourra mettre le graphe, mais la BB haute hebdomadaire sur ING, elle s'est fermée. Et désormais, la relance sur la MM20 hebdo, elle a été faite déjà à plusieurs reprises, ou notamment à une reprise. Donc maintenant, on peut très bien mettre ses épuisettes sur ING, et on n'est pas sûr que le repli va être très fort. Donc vous pouvez très bien mettre une épuisette à 32, une autre à 27 et une autre à 23, avec la BB hebdo dessous. Mais je pense que ce compartiment-là, comme sur le Bitcoin, où on peut mettre une épuisette à 65, 60 et 55, il faut préparer vos zones d'intervention, apprendre à répartir ces épuisettes. Mais je pense que l'élan, il reste positif. Par contre, sur toutes ces cryptos fortes, sur le deuxième compartiment, il faut mieux, désormais, attendre plutôt des replis au moins journaliers et au moins hebdo. Et ensuite, vous avez le troisième compartiment, pour moi, où là, c'est plus les challengeuses. Je sais pas, ce matin, c'est Raven, ça peut être des GB, ça peut être d'autres, qui, elles, vous pouvez pas trop le prévoir. Elles sont encore sur des zones assez basses et tout d'un coup, elles s'envolent, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, il faut être à l'affût. Moi, personnellement, je privilégie les deux premiers compartiments. Le compartiment thématique hype, où là, comme sur FET, je vais travailler au quotidien. Et ensuite, plutôt le compartiment des fortes, où là, je vais être prêt à réintervenir en hebdo, que ça soit en MM20 ou en MM50 pour les prochaines semaines. Donc, on continue effectivement à travailler les fortes. Il y a toujours quand même, encore une fois, pas mal de volatilité. Alors, le piège qu'on peut aussi faire, et on en a parlé dans l'apéro jeudi soir, c'était justement de trop en avoir aussi. C'est-à-dire, comme tu dis, et je pense que c'est quelque chose d'important, c'est de se focaliser sur deux thématiques. Donc, on sait en fait, d'un point de vue entre guillemets fondamental, pourquoi. On sait d'un point de vue technique aussi pourquoi, parce que les deux doivent être liés et on va le voir juste après sur les marchés traditionnels que c'est pas forcément lié. Donc là, on comprend finalement le pourquoi du comment et privilégier en fait deux thématiques. Et dans ces deux thématiques, il peut y avoir des dizaines de cryptos, mais sans focus sur deux, trois. Parce que on arrive ensuite à travailler à fond ces trucs-là qui progressent, qui nous ramènent justement de la performance plutôt que de se dire « Ah mince !» y a Raven qui vient de prendre, donc c'était vendredi matin, qui vient de prendre 25%. Est-ce que j'y vais pas, je sors justement une qui bouge pas, comme par exemple, et tu en as parlé ING, je pense que c'est vraiment un très bon exemple, qui bouge plus finalement en fait depuis le début de l'année. Sauf que si on regarde sur des unités de temps longues, et tu l'as très bien dit, effectivement, si on retombe un petit peu, ça peut être justement l'opportunité. Mais le fait de tenir comme ça montre aussi que le marché pour le moment est encore très 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 tenu, quoi. À mon avis, il faut vraiment que vous organisiez votre portefeuille en fonction de ces thématiques-là et avoir entre 5 et 8 cryptos max avec des bagues assez importants pour quand ça fonctionne, faire de la performance. Il faut éviter de multiplier les allers-retours de 5-10%, quitte parce qu'au final, vous allez vous retrouver avec 50-70 cryptos dans le portefeuille et le seul matin où ça va perdre moins 30, vous allez voir tous vos profits fondre comme neige au soleil. Donc moi, comment je fonctionne? Moi, personnellement, je vais en avoir 5 où je vais travailler sur des zones d'intervention hebdomadaire à chaque fois. Ça peut être ING, ça peut être Rune, ça peut être RNDR, mais vous pouvez aussi choisir Solana qui reste très fort. Vous pouvez choisir aussi le Binance Coin. Vous pouvez choisir Tao. Faut que vous arriviez à déterminer 4, 5, 6 projets qui vous intéressent, qui vous ont montré vraiment depuis 6 mois leur force pour réintervenir dessus sur des MM20 hebdo ou des MM50 hebdo. Ensuite, une fois que vous avez déterminé ces 5-là, elles doivent représenter la majorité de vos bagues. Ensuite, vous pouvez en avoir une ou deux comme FET par exemple ou Rio pour vraiment être sur les thématiques actuelles. FET pour l'intelligence artificielle, Rio pour le RWA de BlackRock. Ça peut être aussi Trade, ça peut être, voilà. Donc une ou deux. Et puis ensuite, si vous êtes aguerri, vous avez un peu d'expérience, vous pouvez vous garder une ou deux cryptos pour arriver à 7, 8, 9 max, où là, vous allez intervenir
que ce soit sur une Raven, sur une DGB, quand il se passe vraiment quelque chose. Mais attention, ne cumulez pas ces cryptos, c'est-à-dire que les 2-3 dernières que je viens de vous donner, si elles ne partent pas, il ne faut pas hésiter à dégager soit en petits gains, soit en petites pertes, soit à zéro. Mais le cœur fondamental de votre portefeuille, pour moi, il doit rester sur 5-6 gros projets que vous avez analysés, que vous connaissez bien et où vous déterminez des zones d'intervention solides. Il faut surtout effectivement préparer la suite, ça c'est important. Donc le marché, en conclusion, en tout cas crypto, est toujours très positif. On a des petits décalages, il faut rester solide et pour déterminer, parce qu'on parle souvent de fortes, comment est-ce qu'on les trouve. Alors au-delà des moyennes mobiles hebdomadaires, on a aussi les moyennes mobiles journalières, on a parlé effectivement de deux. Il y a BNB qui est très belle, parce qu'on voit toujours qu'on est au-dessus de la MM20 Daily. On a également Solana, très très forte également. Alors maintenant, je propose de passer aux parties marché traditionnel avec donc une volatilité qui reste toujours très très faible et des indices finalement qui restent toujours scotchés au plafond. Je propose, Rod, qu'on fasse par exemple un indice chacun et voir un petit peu qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui, quoi. Le but, c'est pas de refaire la météo de la veille, mais parce qu'on en a déjà, je pense, suffisamment parlé. Mais faut pas non plus l'omettre, hein, encore une fois, hein, c'est pas l'objectif. Mais je propose donc de commencer tout de suite, par exemple, avec le CAC, sur lequel donc j'ai coupé, je vous rappelle, donc 2 tiers de position. J'ai encore un tiers de position. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, le CAC ne bouge plus depuis tout simplement 2 semaines. Vous regardez ici en données hebdomadaires, si vous tracez un canal ascendant depuis maintenant quasiment 15 ans, 2009, on est proche finalement de la borne haute de ce canal ascendant. Rodolphe en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on est dans une zone d'achat? Non, absolument pas. Est-ce que ça monte? Oui. Est-ce que les tendances sont haussières? Oui. Donc pour le moment, j'attends tout simplement que le CAC s'installe sous les 8150 points. Et si on commence à s'installer là en dessous, on passe sous la même 20 daily, on commence à avoir une première alerte, non pas un retournement baissier, mais une première alerte. Et là, ça m'intéressera éventuellement de recompléter mon exposition pour viser pourquoi pas une MM50 daily ici qui passe en rouge sur les 7009, voire réintégration notamment de ce porte-voix. Je te propose, Rod, peut-être faire un petit tour sur le DAX. Qu'est-ce qu'on attend? Ouais, alors clairement, moi je vous l'ai dit, il y a vraiment tout le monde, que ce soit les indices, les taux, les cryptos, le gold qui s'envole, un peu tout. Il y a un problème, problème ou pas problème, pour l'instant le marché fonctionne comme ça et il a raison. Moi je reste persuadé qu'à un moment ça va décrocher sur les indices. Pour l'instant, on n'est pas le cas. Le haut de mon canal, alors vous savez, vous avez mon fameux porte-voix que j'utilisais non-stop en 2023 et il y avait un autre porte-voix en 2021 qu'on a réintégré. Le haut de ce porte-voix, désormais, il est à 18 840. Donc, je n'exclus pas que le DAX puisse continuer de gratouiller, de monter un peu comme ça. Voilà. Maintenant, pour ma part, il est clair et net qu'après avoir loupé la dernière jambe de haut, je ne vais ni l'acheter là en intraday, ni l'acheter en swing ici, sous peine de me faire piéger. Par contre, pour le revendre, à nouveau, pour réaccentuer mon exposition vendeuse, il va me falloir un signal assez important. Ça va être soit une clôture journalière, un avalement baissier journalier ou même un break baissier journalier à minima assez fort en unité de temps journalière. Ça va être soit, souvent ça arrive comme ça, par un gros gap baissier. Pourquoi il n'arriverait pas l'indice au gros gap baissier? J'en sais rien. Je ne veux pas faire Madame Irma, mais en tout cas, il manque un gap de rupture. Il manque soit une sale bougie journalière, soit un gap de rupture, ou soit une énorme mèche de terminaison qui va faire voler en éclats tous les stops et ensuite on réintègre et ça redescend. Pour redescendre jusqu'à 18 000, 17 500. C'est toujours mon scénario, quand bien même pour l'instant je le prends avec des pincettes et je suis beaucoup plus patient parce que je me suis fait avoir une première fois, j'accepterai pas, ou du moins je vais essayer de pas me faire avoir une deuxième fois. Moi, ce qui va me poser plus de problèmes, c'est que je sais qu'on va retomber vers 17 300, 17 500, mais ça va être plutôt sur ce niveau des 17 300, 17 500, même 17 600. Est-ce qu'au final, il va falloir re-switcher à l'achat et re-suivre cette tendance fortement acheteuse, ou au contraire être méfiant et me dire putain, ils m'ont niqué une fois à la vente au premier trimestre, est-ce qu'ils vont pas finalement, maintenant que je veux passer acheteur, finalement corriger de cet excès? Parce qu'on est vraiment dans des mouvements d'excès incroyables et donc du coup dans ces mouvements-là, je l'avoue, je suis un peu pas désemparé, j'ai autre chose à faire que d'être désemparé, mais je vais être autocritique avec moi-même, je sais pas vraiment, et donc c'est la patience, la persévérance et la discipline qui vont me permettre d'aller de l'avant pour pas refaire une bêtise et surtout pour être prudent. Parce que oui, je pense qu'on peut monter encore un petit peu, mais voilà, je suis plus sur des niveaux où
suis plus à l'affût d'un signal technique de décrochage qu'autre chose, je l'avoue. Mais je vois bien que je suis face à un flux énorme et il faut que je m'en méfie. Et après, très rapidement, donc tu l'as dit, on a des marchés américains finalement qui sont un petit peu moins punchy. C'est assez étonnant d'ailleurs. On voit l'Europe qui est quand même beaucoup plus punchy que les États-Unis. Donc tu l'as dit, lié au taux à 10 ans aux États-Unis, qui est quand même énormément remonté depuis le début de l'année, ce qui est quand même légitime avec justement cette baisse forte d'anticipation des baisses des taux de la part du marché vis-à-vis de la Fed en cette année 2024. Ils anticipent plus cette baisse des taux, mais seulement 3 baisses des taux. Donc il y a les taux d'intérêt qui remontent. On a également le dollar américain qui remonte. Donc très rapidement sur les marchés américains, on voit SP500 également ici, qui est dans une zone de vente tendue, entre guillemets un haut de canal ascendant. Pour le moment, en fait, je le travaille en intra-swing. Si et seulement si, j'ai des signaux de faiblesse. Le signal de faiblesse, il viendrait où? Si on passe sous les 5200 points. MM20 daily, réintégration effectivement de ce canal ascendant. Et là, à ce moment-là, j'aurai un signal de faiblesse. Le Dow Jones, finalement, il ne bouge pas tant que ça. Pendant 2 mois, en fait, il n'a pas bougé. Il était autour des 38 800. C'est un peu extrait par le haut. Pour le moment, signal de faiblesse si on s'installe sous les 39 200 points. Le Nasdaq, assez étonnamment aussi, il monte en crabe, mais vraiment de manière de plus en plus lente. D'ailleurs, si on peut s'amuser, on peut faire ici un canal où on en voit justement que la courbe est en train plutôt de s'aplatir que l'inverse. Et on a également le Nikkei, là aussi borne haute d'un canal, long canal ascendant. On a un double top potentiel, mais là aussi pas de signal de faiblesse fort tant qu'on reste au-dessus de la MM20 daily qui passe autour des 39 900. Et l'indice FTSE, donc je travaille à la vente. Aujourd'hui, je ne travaille plus, tout simplement parce que ça a fonctionné en fait pendant des mois et des mois ici sur cette zone des 7700. Et on en est sorti par le haut, donc je n'ai plus de position à la vente là-dessus. Il continue à monter, donc là je surveille si simplement on s'installe sous les 7880. En fait, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que oui, effectivement, on a des tendances haussières et tout. On ne va pas refaire encore une fois la messe a posteriori. Ça, on le voit très bien, mais c'est la question justement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc, on est très patient plutôt sur la partie swing. On se met des alertes, on se met des zones de polarité, on essaye de travailler. Il y a où un peu de volatilité, malheureusement, il y en a vraiment très très peu sur les indices. Je me permets du coup de switcher très rapidement sur la partie euro-dollar parce que là, il y a un peu de volatilité depuis quelques temps. Ouais. Je te coupe juste, je rajouterais quand même ce qui prouve que le marché a toujours raison et que dans tous les cas, parfois, on a beau bien définir ses zones mensuelles et tout, le marché peut quand même bien même avoir raison. C'est l'Europe actuellement où, franchement, globalement en Europe, tout est négatif, toutes les croissances annoncées sont négatives, tous les endettements sont incroyables, tout va mal, tout, et pourtant, c'est le marché qui a limite le plus surperformé depuis quelques semaines, qui prouve que finalement, parfois, le marché peut se décorréler et créer une anomalie de marché complètement incroyable pendant des semaines et des semaines. Voilà, simplement attention à ces anomalies de marché. Elles sont souvent corrigées, mais encore une fois, le marché a raison et on le voit particulièrement sur l'Europe en ce moment. Alors, donc l'eurodoll, ça nous donne un petit peu des choses à faire. Tout pourquoi? Alors, même si j'étais short là-haut sur les 1,11 et j'ai sorti sur les 1,07, un petit peu au-dessus, mais globalement plus de position parce qu'on est là aussi, vous voyez, en fait, dans une neutralité absolue et ça date pas d'hier, hein, ça date d'il y a plus d'1 an. On fait 1,11, 1,05. On est pile poil au milieu, tout simplement parce que la partie est un peu à intraday, même si c'est pas ça qui fait la performance à moyen terme, à long terme et sur l'année. Ça nous permet de rester encore collé au marché et de continuer finalement à garder cette discipline-là. Donc on l'a vendu à 2 reprises sur IVT cette semaine. Ça a plutôt bien marché, une polarité sur la 1,0860. On l'avait vendu autour de cette zone. On l'a accompagné jusqu'à 1,0850. On était sorti, puis là on a repris une position à la vente parce qu'on est toujours dans cette tendance baissière ici en 4 heures, toujours dans cette tendance baissière en horaire, donc je continue tout simplement à le travailler à la vente. Alors je précise, on est en train de faire le débrief hebdo ici avec Rod. On est vendredi matin, les marchés sont fermés, pas tous. Donc vous avez bien évidemment le marché crypto qui est ouvert H24 7 jours sur 7, et notamment le marché du Forex qui est ouvert, sachant que donc vendredi après-midi à 13h30, il y a le chiffre du PCE qui tombera et qui est tombé en l'occurrence au moment où vous regardez ce débrief hebdo. Et sur les actions, Rod, il y a quelques trucs sympathiques en ce moment. Alors, comme tu le disais, le chiffre, il va tomber. Moi, vraiment, ce qui m'intéresserait, c'est qu'il y ait une rupture. Je suis pas full bullish, full bearish, je m'en fous, mais qu'il y ait quand même une rupture, des ruptures quelque part, parce que sans rupture, sans terminaison quelque part, on s'ennuie latéralement. Sur les actions, pareil, j'ai divisé les choses. Je vous en ai parlé sur mon Telegram en 3 grandes catégories. Vous avez les actions, un peu comme sur les cryptos, les actions hype du moment
Alors celle-là, je voulais partager le plus possible Nvidia, d'accord? Cela dit, même si c'est la hype du moment, j'estime, on en parlait ensemble, elle doit être à 40 ou 50 fois ses bénéfices. J'estime que sur les 900, même si elle peut aller à 1000, 1100, 1200, 1300, voire même 2000, parce qu'à la base, j'avais fait tous mes calculs pour qu'elle aille à 2000, nous ne sommes plus sur des niveaux d'intervention où je peux simplement mettre mon cash, fermer les yeux et être serein. En revanche, c'est la hype du moment. Donc, comme sur les cryptos, quand c'est la hype du moment, je vais simplement me mettre à l'écran mes MM20 hebdo et mes MM50 hebdo, moyenne mobile à 50 semaines et moyenne mobile à 20 semaines. Et ça sera à nouveau des points d'intervention ou sur ces valeurs-là, comme Nvidia, où j'aurai envie de remettre du cash et intervenir. Ça, c'est le premier compartiment. Le deuxième compartiment, c'est les mastodontes du moment, où là, pareil, les niveaux de prix actuels m'empêchent et m'intéressent point pour payer ou pour mettre du cash, mais je prépare à l'avance mes zones, comme je l'ai fait ce matin non-stop, sur des Ferrari, sur des Microsoft, sur des Eli voilà, sur des SAP, sur des valeurs comme ça. Je les ai notées, voilà, je vous les ai dit, d'accord, pour pas en oublier. Donc ça, une Ferrari, on voit qu'à 200, 250, elle m'intéressait. Aujourd'hui, elle est à 435 de mémoire, elle peut aller à 500, 600, mais elle m'intéresse point. Moins. En revanche, si elle venait, ces valeurs-là, c'est très solide, même Meta, Facebook et tout, venait à corriger proche des MM hebdomadaires, 50 MM50 hebdo ou mensuel, là, ça va m'intéresser à nouveau. Et troisième compartiment sur les actions, où là, je cherche peut-être des actions un peu moins qualitatives, mais où le momentum, parce que c'est important aussi quand on travaille en intraday, est plus important, vont m'intéresser. Je vous en ai partagé quelques-unes récemment. Il y a plus des Renault, par exemple, m'intéresse. BNP Paribas, même si elle est arrivée vraiment sur une zone de résistance technique il faudra s'affranchir de cette tir à la hausse, mais elle reste dans un momentum très favorable. Actuellement, moi, je suis plus sur des niveaux d'entrée sur une Renault, par exemple, avec un momentum et une publication qui m'ont intéressé, qui m'intéressent et qui m'ont montré qu'il y a vraiment un regain, un retour des investisseurs sur des valeurs comme Renault, alors que des valeurs comme Ferrari, qui sont qualitativement nettement supérieures à Renault, mais sur des niveaux de prix qui vont moins m'attirer. Puis après, il y a quelques redémarrages qui sont en train de s'opérer, comme par exemple aussi sur Zalando, quoi. Oui, voilà. Alors après, ça, c'est la catégorie un peu plus spéculative, comme je les appelle sur les cryptos. Sur Zalando, qu'on avait vraiment enterré, souvent, j'ai reçu tellement de questions pour me dire, Rod, on en fait quoi? Bah, moi, j'ai renforcé. Mais oui, c'est jamais des choix stratégiques faciles, parce qu'on renforce à des moments où les attentes sont pas forcément bonnes sur la valeur. Et puis finalement, ils publient un communiqué qui annonce une rupture, un changement stratégique assez intéressant. Et finalement, Zalando s'est extrait par le haut progressivement de cette forte tendance baissière et elle peut revenir progressivement à des objectifs plus opportuns ou on veut dire plus élevés que je vise, vers 35, 40, voire 50. Donc, c'est un peu des situations un peu plus spéculatives parce que le dossier est qualitativement moins bon, mais en termes de momentum, il est nettement plus présent, comme sur Renault. Regardez Renault en mensuel, le balai des moyennes mobiles mensuelles dont je vous parle souvent vient à peine de s'opérer sur Renault, et retrouver Renault à 60, 70, 80 dans les prochains mois, ça m'étonnerait pas du tout, alors qu'une Ferrari, j'ai besoin qu'elle redescende un peu pour rentrer dessus. Ouais, et puis sur Renault, on voit bien effectivement l'extrait en fait de quasiment en fait 4 ans de range autour des 30 euros, et là on est effectivement en train de sortir par l'eau, et comme tu dis, encore une fois, c'est sur ces données-là en fait, c'est sur des données mensuelles que tu arrives à repérer justement peut-être des changements psychologiques, comme on l'avait fait d'ailleurs sur le marché crypto, où pendant un an finalement, en 2023, on a enterré complètement le marché crypto et puis s'est réveillé en fin d'année dernière. Bah là, c'est un peu la même chose, effectivement, sur Renault, c'est assez flagrant, quoi. Tout à fait. Il y a vraiment les valeurs comme voilà, comme je disais, Ferrari, Microsoft, Meta, où vraiment il y a du solide, que ça soit des fondamentaux financiers incroyables, une thématique et du moins un discours stratégique incroyable, où là, il faut vraiment, je pense, à chaque coup qu'on est sur des grosses zones mensuelles, intervenir. Et après, vous avez d'autres valeurs un peu plus spéculatives, un peu moins... Voilà, où il y a des changements et où il ne faut pas les louper non plus. Eh ben super, je crois qu'on a fait le tour, messieurs, dames. Salut Rod, merci beaucoup, c'est cool. Et puis bah écoute Rod, je crois qu'on se retrouve la semaine prochaine. C'est cool, ça fait du bien, ça fait plaisir. Je vous le rappelle, vraiment un point important,
il faut avoir différentes poches d'actifs, différentes expositions, aller là où l'action se passe et surtout ne pas oublier qu'une performance, elle se construit petit à petit globalement. Et surtout ne pas oublier, même après 15, 20, 25 ans d'expérience, vous ferez toujours des erreurs. Et donc, le point clé, c'est que le marché a toujours raison. Et c'est pour ça que parfois le marché a raison, largement raison sur vous. Et c'est pour ça que vous faites des erreurs. Mais en aucun cas, erreur ou pas erreur, échec ou réussite, il faut toujours partir du principe que quand vous prenez une position, une exposition, ça ne doit jamais mettre en difficulté globale votre capital. Et après, c'est une question aussi d'exposition sur plusieurs classes d'actifs. Après, bon, on aura l'occasion d'en reparler probablement dans des petites vidéos, notamment sur des petits capitaux. C'est vrai que c'est pas forcément évident de diversifier son portefeuille, mais on reparlera bien évidemment de tout ça. N'oubliez pas aussi d'être patient quand il y a peu de volatilité. On se place des alertes, on prépare le terrain sur les cryptos. Ok, c'est bon, c'est cool, mais on prépare aussi le coup d'avance et on charbonne surtout là où il y a de la volatilité, il y a de l'action, là où il y a des changements notamment de psychologie. Et voilà, c'est déjà terminé. Oui, ça y est, le dimanche libre, c'est terminé. Merci en tout cas de votre accueil. En tout cas, j'espère que ce sera un bel accueil. N'hésitez pas à le dire avec un pouce vers le haut. Merci beaucoup. Promis, on se lâche plus sur les dimanches. Ça veut dire quoi, on se lâche plus sur les dimanches? Ah oui, non, on se lâche plus, d'accord. On se quitte plus, je voulais dire. Je sais même plus comment dire au revoir. Ciao!